Salut et bienvenue sur Dynamic Step, le podcast où sport et motivation se rencontrent pour t'aider à atteindre tes objectifs et réaliser tes rêves. Dans chaque épisode, nous allons t'apporter des conseils pratiques, des histoires inspirantes et des entretiens avec des experts et des passionnés pour te motiver à donner le meilleur de toi-même dans tous les aspects de ta vie. Que tu sois un athlète chevronné, un amateur de sport ou simplement quelqu'un cherchant à améliorer son lifestyle, ce podcast est fait pour toi. Alors accroche-toi bien, let's go. Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui on a la chance de recevoir Clément Roure. Clément Roure qui est kinésithérapeute du sport à la clinique de la Sauvegarde de Lyon. Clément, comment vas-tu ? Super, et toi ? Super, écoute, très intéressé par le sujet du jour. En tout cas, on va rentrer directement dans le sujet. C'est l'entorse de la cheville. Est-ce que tu peux nous expliquer brièvement qu'est-ce que c'est en fait l'entorse de la cheville ? C'est un peu plus complexe qu'une simple entorse parce qu'il y a différents mécanismes. Le principal qu'on retrouve souvent, c'est quand même l'entorse des ligaments externes de la cheville. C'est celui qu'on va aborder aujourd'hui, je pense. Et toutes les complications, on verra un peu les complications qu'il peut avoir et il ne faut pas passer à côté, je pense. Ok. Et c'est une entorse, c'est une blessure que tu as l'habitude de voir au cabinet ? C'est marrant que t'en parles parce que sur la France, sur une année, il y a presque plus de 2 millions d'entorses qui se font. Ok. Donc c'est des chiffres énormes. Je pense que c'est la pathologie la plus courante avec les lombalgiques. Sur ces 2 millions, tu vas avoir quand même plus de 70% de récidive. D'accord. Donc pourquoi ? Il y a la première cause, c'est que plus de la moitié vont pas consulter. Mm-hmm. Et sur les moitiés qui consultent, il y a la moitié qui vont pas chez le kiné. Donc qui font pas de rééducation. On parle de rééducation chez le kiné, pas d'auto-rééducation. Et ça amène forcément à des chronicités, donc des récidives. Tu connais sur les basketteurs, des fois c'est des 10, 15 entorses sur une cheville. Donc il y a des lésions structurelles, ligamentaires, graves, voire très graves. Donc pour moi, c'est un problème de santé publique qu'il faut vraiment résoudre. Ouais, donc plus que dans le sport, même on le retrouve chez monsieur et madame tout le monde. Questionnez-vous autour de vous, tout le monde a déjà fait une entorse, ou presque. Et ceux qu'on en fait beaucoup, on peut plus de 50%, je dirais. Ouais. Ah oui, d'accord. Ouais. C'est quand même une blessure qui est hyper fréquente. Ouais. Et comment se produit-elle généralement ? Comment on se fait une entorse de cheville de façon courante ? Je vais parler du sport. Vas-y, très bien. Parce que y a vraiment beaucoup de façons de le faire, mais c'est sûr que sur les trailers, ils ont beaucoup de plans instables ou de cailloux, ils vont tomber sur des cailloux. Sur les basketteurs, on peut avoir des mécanismes de retomber sur des pieds. Donc pareil, le pied part en supination, adduction et le pied va tourner. Sur des footeux, ça peut être un tacle. Donc ça, c'est vraiment des facteurs extrinsèques. Mais principalement, c'est des facteurs intrinsèques. Donc c'est vraiment un problème sensorimoteur du joueur, du patient, où il n'y a pas eu de préactivation suffisante de ses muscles. Donc la pose de pied ne se fait pas bien déjà dès le début. Et ils n'ont pas la force nécessaire pour soit rattraper le pied, soit la stratégie nécessaire pour tomber, pour éviter d'aggraver l'entorse. Et ça, c'est ce qu'on retrouve le plus fréquemment. Et c'est ceux-là qu'il faut rééduquer vraiment jusqu'au bout pour éviter ce genre de récidive. Et quand tu parles d'entorse, on peut voir, tu vois, je vais juste me la twister, des fois, voire même c'est plus grave. Il y a différents degrés d'entorse, comment ça se passe en fait ? Bien sûr. Sur un giving away, c'est vraiment le pied tourne. Donc j'ai l'impression de me faire une entorse, puis il n'y a pas de structure lésée. D'accord. Donc ça va être des problèmes à terme de cartilage, donc des arthroses qui vont, à force de le faire. Donc là, j'en ai une, j'ai jamais fait d'entorse. Je teste, il y a vraiment une vraie laxité sur les tiroirs. Et je dis, elle tourne des fois. Elle fait, souvent, dans la saison, 5-6 fois. Donc en fait, c'est soit des hyperlaxes, soit eux, ils ont créé une hyperlaxité au niveau du ligament à force de contraintes répétées. Et ça, c'est le cartilage qui va prendre des coups. Exactement. Ouais. Donc des arthroses modérées, voire graves. Et sur ta deuxième question, c'était plutôt les grades. Donc quand il y a des lésions structurelles, on parle vraiment du LTFA, du LCF, donc c'est ces ligaments externes de la cheville, donc il y en a 3. Trois principaux, LTFA, LCF et le postérieur, rarement touchés, voire jamais, sauf c'est très très grave. Donc un grade 1 va correspondre à une rupture partielle de ton LTFA. Un grade 2, une rupture partielle, voire complète, avec une rupture partielle du LCF.
Et grade 3, il y a vraiment ces deux-là, tous les ligaments qui sont rompus totalement. Ouais. D'accord. Et c'est vrai qu'on parle aussi souvent d'arrachement osseux. Enfin, souvent, non, heureusement, mais ça peut arriver de fractures, etc. Dans quel je suis très content que tu me parles d'arrachement osseux parce que c'est souvent confondu à la fracture. D'accord. Alors qu'un arrachement osseux sur un os mature, donc un adulte, ça n'existe pas normalement. D'accord. C'est vraiment l'adolescent qui a des cartilages de croissance, qui se fait une entorse, et là, le cartilage de croissance est arraché. On aura l'impression d'avoir un petit os au niveau dans la zone où il y a le ligament. Et en fait, quand on fait la radio, 5-6 ans plus tard sur un adulte, on dit il y a un arrachement osseux. Mais c'était avant que ça s'est passé. Ok. Par contre, sur un adulte, c'est des vraies fractures. Donc, là où il ne faut pas passer à côté, c'est les critères. Il y a des critères qui ont été publiés, c'est les critères d'Ottawa qui permettent d'exclure la fracture. On va retrouver 3 types de fractures, 4. Donc le bord du 5e méta, la base, donc venir palper l'os vraiment sur le 5e méta. On peut avoir le naviculaire, donc plutôt à l'intérieur, toujours osseux au niveau du pied. Faut vraiment venir palper les bords postérieurs, pas devant parce qu'il y a les ligaments des 2 malléoles. Voilà. Si ces 3 critères, il y en a aucun qui est positif, on peut déjà presque exclure la fracture. Et pour l'inclure, il y a d'autres tests, c'est des tests de compression, de contrainte, voire avec un diapason. Vérifier si c'est douloureux avec un diapason. Et là, automatiquement, je travaille avec des médecins, je renvoie tout le temps chez le médecin. C'est eux qui font le diagnostic. C'est vrai que des fois, je les vois en première intention parce que je suis sur le terrain. Je dis c'est grave, pas grave. Bon, on va voir quand même le médecin, soit pour faire une écho, une radio de contrôle, ou tout simplement d'avoir on bosse pareil, donc des vraies consignes médicales. Et après, je prends le relais, mais je conseille toujours d'aller voir un spécialiste, médecin, chirurgien, on en parlera après aussi, parce qu'il y a des entorses encore plus graves. Ouais, mais justement, c'était ma prochaine question. Je me fais une entorse de cheville, là, donc sur un trail, en basket, même dans la rue. Quelles sont les premières étapes à suivre tout de suite, là? Ça a changé dans le temps. Donc, au tout début, c'était vraiment le ICE, donc Ice Compression Elevation. Donc, vraiment mettre de la glace surélevée, comprimée. Ils ont passé au RICE, ils ont rajouté le R pour repos, reste, mais surtout plutôt pas le repos tout le temps de la lésion, mais plutôt le repos les premiers jours pour calmer un peu l'inflammation. Après, il y a eu le PRICE avec le P qui était protection, donc protéger cette entorse par des cannes, par une décharge si besoin. Police est arrivé, donc il s'amuse vraiment dans les lettres. C'est beau, mais tu vois, ça revient tout de suite. Police, c'était optimal loading qui était rajouté. C'était vraiment le fait de reprendre progressivement une mise en charge, des exercices, de charger les muscles, etc. C'était vraiment la dernière qui était beaucoup utilisée, celle-là. Et en 2019, donc il y a la clinique du coureur avec Blaise Dubois, qui avait publié un plus gros acronyme, Peace and Love. Donc là, il n'y a pas de I, ils ont enlevé la glace. Ils ont enlevé la glace parce qu'ils trouvaient que ça pouvait ralentir la cicatrisation des tissus dans les premiers jours, etc. Je suis plus ou moins d'accord parce que c'est vrai, mais quand il y a la douleur, c'est vrai que c'est un bon apport pour calmer la douleur, parce qu'on sait qu'avec la douleur, il y a beaucoup de muscles qui peuvent s'inhiber derrière, et derrière, c'est une dégringolade. Donc Peace and Love, c'est à peu près les mêmes lettres pour les mêmes noms. C'est A, c'est vraiment éviter les anti-inflammatoires sous les 40 premières 8 heures. D'accord. Donc, pourquoi pareil, pour éviter de couper la cicatrisation, de retarder la cicatrisation des tissus. Parce que c'est positif. Imaginons que ma cheville gonfle, c'est quelque chose de positif. D'arrêter le gonflement. Mais c'est pour ça s'entend, et de plus en plus, c'est remis en question. Donc ça, c'était en 2019. 2024, là, on est en train de dire, attention, des fois, elles sont tellement énormes, les chevilles, qu'on peut plus la bouger, on peut plus la mettre en charge. Il faut peut-être calmer le jeu. Et encore une fois, on parle d'entorse externe, donc des 2 ligaments. On parle pas de syndesmose, on parle pas de fracture, tout ça. Faut vraiment faire au cas par cas. Mais c'est quand même une bonne ligne directrice pour savoir quoi faire, justement. Et le love, c'est vraiment la deuxième partie, où là, on commence la rééducation. Le loading, l'optimal loading pour le haut. Le V, c'est vraiment la vascularisation, continuer les activités physiques non contraignantes, donc du vélo,
Du rameur, ça dépend de la gravité, mais voilà, des choses non contraignantes qui permettent de stimuler les tissus. Donc, et le E, je me souviens plus, mais c'était... On peut couper là. Non, bah c'est pas grave. Tu comprends, c'est pas bien grave, t'inquiète pas. Et dès que je me fais une entorse de cheville, le protocole c'est quoi? Je vais tout de suite faire une radio, je vais tout de suite appeler mon médecin, je vois tout de suite mon kiné. Comment fonctionne? Alors, je dirais vraiment, sauf si grave, on peut pas poser 3-4 pas. Donc ça, c'est les critères d'Ottawa aussi qui définissent ça. C'est marcher 4 pas, c'est pas possible. Tout est un peu douloureux. Faut aller aux urgences, mais si c'est pas très grave, faut pas engorger les urgences. Encore une fois, c'est un problème de santé publique. Il y a énormément d'entorses. Faut aller voir un médecin donc le lendemain ou le surlendemain, mais trouver un rendez-vous médical. Il y a des médecins du sport qui ont des dispos assez rapides avec des urgences. Faut appeler le secrétariat. Faut essayer de suivre cette direction-là. Ils voulaient faire en première intention, tout de suite aller chez le kiné, mais ils sont gentils, mais en termes de facturation, en termes de place, c'est très compliqué pour nous. Donc, c'est pas encore fait en France. Ils voulaient faire ça pour les lombalgiques et les entorses. Je sais pas où c'en est honnêtement, mais allez voir le médecin. Et après, lui, il prescrira. En plus, il vous prescrit une radio, une écho ou une IRM une semaine ou deux après. Et vous prenez rendez-vous. Vous n'avez pas à attendre 5 heures aux urgences. Voilà, c'est quand même beaucoup plus pratique, cette démarche-là, que d'aller directement aux urgences si vous pensez que vous pouvez marcher, quoi. Ok. Donc, si je comprends bien aussi par rapport aux différents protocoles que tu as pu nous donner tout à l'heure, la priorité, c'est bien sûr le plus vite possible de réduire l'œdème, en tout cas de réduire l'inflammation qui est au niveau de la cheville, pour pouvoir commencer à travailler dessus. Et toi, en tant que kiné, justement, comment tu peux agir, à partir de quand tu peux agir sur une entorse de cheville? Dès J1. Dès le premier jour. J0. On a quand même beaucoup d'outils maintenant mécaniques en kiné avec des game ready, donc qui fait de la compression justement du froid. On en revient pour la douleur, donc la compression du froid, de l'électro. On a des systèmes d'aspiration de ventouse pour drainer cet œdème. On a nos mains. Je pense qu'il faut pas être trop agressif sur la thérapie manuelle. On y reviendra après sur les traitements parce que il y a deux méthodes. Soit ils disent c'est le moment d'y aller pour essayer de remobiliser les os tout de suite. Donc, mais parfois c'est trop agressif et derrière pendant 48 heures la personne souffre. Donc j'attends un petit peu, mais au niveau des tissus il y a plein de choses à faire: stimuler, drainer, compresser, strapper. Donc ça c'est tout bête, mais au lieu d'avoir une attelle, parce que l'attelle tu vois qui marche, mais c'est presque trop contraignant, elle n'est pas adaptée. Je strappe mes patients, c'est sur mesure. Ça leur fait vraiment une bonne stabilité. Et après, du strap, je passe au tape pour continuer à drainer, à vasculariser les tissus. Je vais rebondir dessus sur ton avis sur l'attelle, ça m'intéresse. Sur l'inhibition de certains muscles, justement. On voit des gens qui ont, pendant une semaine, une botte pour une entorse de cheville. Ton avis dessus, ton avis d'expert, moi, ça m'intéresse, tu vois. Vraiment, pour moi, l'immobilisation, elle doit être faite par consigne du médecin suite à ses tests cliniques et une imagerie. D'accord. Aller chercher une attelle parce que je me suis fait mal, ça tout seul, on ne sait pas les structures lésées, on ne sait pas s'il y a des structures osseuses lésées, et on crée des inhibitions, on crée une raideur articulaire énorme. Donc, c'est pas criminel, mais c'est grave de mettre une attelle sur une petite entorse de cheville qui doit être stimulée très vite. Parce qu'on crée une raideur et on va mettre 2 fois plus de temps à récupérer derrière. Donc, quand j'en parle aux médecins, ils sont le même discours. Moi, je fais mes tests. Si je trouve que c'est bon, je dis, enlève-la progressivement. On passe pas de strap, je fais du strap. Voilà. Protège quoi qu'il arrive. Je protège un petit peu, mais voilà, avoir vraiment cette transition. Donc, non, je suis sur des entorses simples, grade 1, 2, d'entorse latérale de cheville. L'attelle, elle n'est pas obligatoire. Attention. Si c'est la première, ça se rediscute parce que les douleurs sont pas les mêmes aussi. Donc, quoi qu'il arrive, on reste sur la vie médicale. Voilà, c'est hyper important. Et il y a d'autres complications qui nécessitent une botte, comme le syndesmose, mais ça, on y reviendra. Ouais. Et donc voilà, après cette phase des premiers jours où justement tu as pu drainer peut-être l'hématome ou l'inflammation, quel est ton rôle dans cette notion de rééducation et après la rééducation, du return to play, ou en tout cas du retour sur le terrain?
Donc je pense qu'on a un rôle de soigneur dans un premier temps, comme tu disais, et de remettre tout de suite en route le système sensorimoteur, donc les muscles qui entourent cette cheville, les muscles du pied, les muscles de la cheville. Donc on va pas faire tout le listing des muscles, mais il faut retrouver un équilibre musculaire interne, externe, antérieur, postérieur, et vraiment ça donnera confiance aussi aux patients de sentir ses muscles qui travaillent, une bonne stabilité autour de cette cheville. Donc tout de suite, moi des J2, J3, on active, même si c'est de l'isométrie, donc du travail statique, en pushing, en holding, après de l'excentrique, mais il y a plein de choses à faire au niveau musculaire. Okay. Ce qu'il faut, c'est voir la réaction inflammatoire post-séance. Si c'est bon, je lui dis d'en refaire une. Tu la calibres comment ça? Je fais une toute petite séance de 20-30 minutes. Donc je fais mes soins, tout ça, une petite séance de 20-30 minutes de musculaire. Je dis, OK, si ce soir, demain matin, t'as pas mal, tu refais la séance. Parce que un patient, on va dire, lambda, je le vois 2 à 3 fois dans la semaine. Je le vois pas tous les jours comme un pro. Donc, il faut qu'il travaille de son côté. Je lui dis, tu refais la même séance, retiens les exos, fais des vidéos et il refait la même séance, ça va mieux. Je le revois, je passe à 40-45 minutes avec peut-être plus de contraintes, surtout plus de mise en charge. Et voilà, séance après séance, je calibre, je rajoute si ça va bien. Des fois, j'ai des chevilles que je comprends pas, ça avance pas comme il me fallait. On régresse, tu calmes. La priorité, c'est de limiter l'œdème, l'inflammation, parce que sinon, on va droit dans le mur. Ouais. Donc toi, le critère, c'est pour que les gens puissent refaire la séance chez eux, en tout cas, c'est la notion de douleur. Notion de douleur, je reste en dessous de 3 sur 10 pendant le soir, le lendemain matin. Si ça dure que 24 heures, vraiment le lendemain, ils se sentent presque mieux. Refais exactement la même, augmente pas. Et tu vas voir, c'était juste la première, quoi, le temps que ça sera habitué. Et ça marche plutôt bien. Après, c'est des critères très subjectifs. Bien sûr. Mais c'est vrai que chacun est différent et chaque entorse est différente. C'est ça qui est passionnant aussi. Et comment tu manages le fait, pour les, on va dire, genre monsieur, madame, tout le monde, mais même pour les sportifs, cette notion entre la douleur et la gêne? Parce qu'il peut y avoir une gêne, mais finalement, qui n'est pas douloureuse. Une petite gêne, ça va être 1-2 sur 10, vraiment, où il me dit, je le sens, mais ça me limite pas en termes de contraintes. J'ai mes tests aussi cliniques et musculaires. Je teste toujours mes patients sur la table cliniquement, donc les ligaments, les mises en tension, l'amplitude et musculaire. Est-ce que justement ils sont inhibés ou ils arrivent bien à s'activer? Ils ont bien supporté eux, ils ont un ressenti d'avoir bien supporté la séance. Ils sont inhibés, il n'y a plus rien qui tient, c'est chaud. Non, en fait, t'as rien supporté du tout, quoi, tu vois. Mais c'est vraiment patient dépendant, ça. Ouais, c'est quoi les muscles les plus inhibés sur une entorse de cheville, souvent? Tibial postérieur. Tibial postérieur, c'est direct, c'est celui, il n'y en a qu'un. Découverte, merci à ProFTS sur ça, parce que c'est vrai que on se dit ça va être les fibulaires, quoi. C'est sur les côtés, l'entorse à l'aile latérale. Et non, tibial postérieur, parce qu'en fait c'est plutôt je pense que c'est plutôt une explication biomécanique où le pied va arrêter de pousser sur le sol, donc va s'affaisser, donc une perte de force. Donc en fait ce tibial postérieur qui crée cette arche ne s'active plus. La lésion elle est externe, donc dès qu'on va chercher le tibial post à l'activer, ça fait mal sur l'externe, donc j'y vais plus. Et en fait c'est un cercle vicieux. Je retrouve des fois le long fléchisseur de l'hallux, mais c'est pas systématique. Je retrouve au début les fibulaires parce que la compression peut faire mal, exactement. Exactement. Mais je les retrouve plus souvent suractivés, tendus. Donc je fais plus souvent du dry healing ou du massage sur ces muscles-là pour les détendre parce qu'il y a une contraction réflexe suite à cette mise en tension rapide. Et vraiment tibial post, gluteus medius, donc le moyen fessier et le grand fessier. Ça me fait plaisir que t'en parles. La hanche, mais j'en reparlais à chaque fois sur chaque entorse, quoi. C'est impressionnant, ça. Donc c'est pareil. Est-ce que c'est l'œuf ou la poule? Est-ce que c'était là avant et du coup tu t'es fait l'entorse, ou est-ce que c'est un mécanisme de protection? T'as arrêté de pousser sur ta hanche parce que t'as l'entorse, t'as mal. Mais dans tous les cas, il y a pas que, il peut y avoir des pelvis trochanteriens autres, mais la hanche en fait partie grandement. Ouais, ça me fait plaisir que t'en parles parce que souvent on reste focus sur la zone. Je me suis fait une entorse de cheville, je vais renforcer ma cheville et on oublie la hanche, et on oublie les fessiers, les moyens fessiers, etc., qui sont des muscles qui protègent énormément le pied, quoi. Bien sûr. Donc non, ça me fait plaisir que t'en parles parce que je me bats tous les jours avec. Et donc c'est cool là-dessus. Et donc là on a parlé du premier temps tout à l'heure de la prise en charge, du deuxième. Tout ce qui est maintenant retour terrain, comment toi tu interviens dans cette partie-là?
Moi, j'ai des critères vraiment de force analytique sur la cheville. Donc, je vais tester les muscles avec un dynamomètre. Je vais tester la proprioception. Donc, avec un laser, je vais voir s'il arrive à situer sa cheville dans l'espace. Okay. Je vais tester son aspect cognitif. Est-ce qu'il arrive à se stabiliser avec des lunettes stromboscopiques ou les yeux ouverts dans le noir, des choses comme ça. Et là, le critère retour au sport, vraiment aspect fonctionnel, je le donne à vous, les prépas. Ouais. Ou réathlétisation. Ouais, franchement, c'est plus de la réathlé. Donc, moi, j'ai mon collègue à la sauvegarde, Quentin, qui fait toute la réathlétisation, qui est excellent là-dessus. Je sais quand je peux lui envoyer, parce que ça va être des séances très courtes, d'1 heure, bien intenses, petit périmètre, puis un agrandissement de périmètre. Sur mes joueurs du club, je l'envoie quand même à Quentin, mais que peut-être 1 ou 2 séances, et après, il passe sur le prépa du club, où c'est des plus grandes distances. C'est vraiment du retour au sport, mais sans contrainte, sans opposition, sans compétition. Donc toi, ton critère, à part pour le transmettre sur une phase de réathlétisation et donc au préparateur physique, c'est déjà plus de douleur, plus de gonflement, j'imagine, et une stabilité et une activité musculaire et connective. Sur le gonflement, là où c'est intéressant, c'est que ça va restreindre la mobilité. Okay. Donc un test fondamental, ça va être le lunge test au niveau de la flexion dorsale de cheville. Et c'est vrai que si, en termes de symétrie, il y a plus de 2 cm d'écart, il va pouvoir reprendre un peu des activités, mais adaptées. Et on va bosser là-dessus en thérapie manuelle notamment, travailler dans le pied, sur le talus qui nous pose problème souvent. Parfois, il va y avoir des complications de carrefour poste. Enfin, si l'entorse est mal gérée, c'est une dégringolade. Il y a plein de problèmes qui vont se rajouter. Soit de force, du coup les tendons vont siffler, tendon d'Achille, tibial poste, ces tendons vont siffler. Soit vraiment mécanique, c'est les structures osseuses qui peuvent être douloureuses. Ça va créer des compensations derrière. De toute façon, si il n'a pas sur la table retrouvé tous ces critères que je viens de citer, je vais avoir un gars qui revient pour d'autres choses. Ouais. Même si c'est pas pour la cheville parce qu'il n'a pas de douleur, ça va bien. Ça va être l'ischio de l'autre côté, ça va être c'est systématique, ouais. D'accord. Et on va dire globalement en moyenne, je me fais une entorse de cheville. Demain, combien de temps il me faut si je mets tout en place pour pouvoir revenir complètement sur le terrain? Encore une fois, patient dépendant. C'est le niveau sportif, il joue mais énormément. Plus au niveau neuromusculaire, t'es haut, ça récupère 2 fois plus vite un sportif pro parce qu'il est surentraîné. J'ai tout de suite une réponse motrice très rapide. Une cicatrisation aussi accélérée, c'est hallucinant. Des fois, je me dis, il va en avoir pour 4 semaines. En 2 semaines, je suis là, il court, il va bien, il fait des changements de direction. Peut-être 3. Globalement, je te donne quand même sur les grades. Grade 1, tu vas être entre 10 jours et 3 semaines. Okay. Grade 2, tu vas être entre 3 semaines et 6 semaines. Grade 3, faut bien compter 3 mois, je pense. Okay. Et plus tu vas être immobilisé, plus tu peux doubler. Ouais, tu peux rajouter. Sur des syndesmos, tu peux faire du x4 facile. Suivant les grades, c'est beaucoup plus violent. Ouais. Il y a un truc que tu me disais tout à l'heure en off, c'est que toi, tu crées des routines aussi pour tes athlètes. Sûr, ouais. Comment tu les intègres, qu'est-ce que tu mets dedans et dans quelle optique? Donc je reste dans mon rôle de kiné, je dirais. Donc vraiment des exercices très analytiques, via mes bilans. Je sais pas, un déficit de rotation externe de hanche active, un déficit de flexion dorsale de cheville, un déficit d'activation qui va avec peut-être le déficit de flexion dorsale, mais du coup je vais bosser les deux. Déficit des fessiers, 4 exos que je vais mettre en place. En progressive loading, donc au début juste en activation, de l'isométrie, puis après avec de la charge, etc. Je lui montre un peu la démarche à suivre. Moi j'aime bien qu'il fasse avant les entraînements, et quand c'est avec de la charge du développement, faire au moins une séance par semaine, dire allez, maintenant tu bosses ta cheville sur de la vitesse, sur de la force, et tu restes pas dans ta zone de confort à juste activer, quoi. Et pourquoi avant les entraînements? Pour s'activer. Parce que sur un joueur que je vais tester comme ça, je vais retrouver 3 à 4 inhibitions. Donc ça veut dire qu'il s'entraîne alors qu'il est en train de compenser depuis peut-être 2-3 jours. Non, tu t'actives. Derrière, tu auras un meilleur transfert sur ta chaîne musculaire. Tu vas moins mettre de contraintes dans une zone ou te suractiver un autre muscle. Et pour moi, c'est essentiel de bien s'échauffer, mais s'échauffer de façon individualisée et spécifique. Ouais. Ok. Et dernière question que j'aurais pour toi sur ce sujet-là, c'est quel conseil tu donnerais pour éviter justement les récidives, vu que tu nous as dit que c'était quelque chose qui était énorme en termes de pourcentage. Quel conseil tu donnerais aujourd'hui à nos auditeurs?
Je pense, avant de faire un retour au sport, c'est peut-être se mettre en face de ces déficits, donc se faire tester par des spécialistes. Il y en a énormément maintenant qui se forment beaucoup et qui se spécialisent. Donc se faire tester localement sur la cheville, globalement sur les hanches, le dos, mais voilà, un test fonctionnel et analytique. Si tous ces critères-là sont bons, déjà, tu minimises le risque de récidive. Et après, être exigeant dans tous les à côté, hein, l'hygiène de vie, bien manger, bien dormir, savoir quand la séance elle est trop longue. On en parlait tout à l'heure en off aussi. Tu fais 20-30 minutes de plus que tous les autres jours alors que tu es en fin de semaine. C'est là le risque. Tu as déjà une lésion ligamentaire, donc une instabilité mécanique. Et là, tu rajoutes une instabilité fonctionnelle parce que tu es fatigué, tes muscles répondent plus. Donc, ça peut pas bien se passer, quoi. Ouais, c'est sûr, quoi qu'il arrive. À un moment donné, ça pète. Ouais, c'est ça. Donc, être intelligent sur la charge de travail. Merci en tout cas, Clément. Merci d'avoir partagé ce moment-là et d'avoir répondu à toutes ces questions. Est-ce que tu sais où est-ce qu'on peut retrouver notre podcast d'ailleurs ? Spotify et YouTube. Exactement, exactement. Donc n'hésitez pas, vous qui nous suivez, à nous suivre sur YouTube, sur Spotify, à liker, à partager et à commenter la vidéo. Vous pouvez aussi allumer la petite cloche pour recevoir les nouvelles notifications. Et on se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode.